Bonjour Philippe, je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui pour une nouvelle interview pour le podcast Divergent. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et qui te découvrent, dis-moi comment est-ce que tu te présentes? Ah, c'est ma carte de visite qui a marqué cultivateur d'idées avec u Pas u mal. une ampoule tomate. Voilà, donc je suis je cultive quelque chose qui est déjà là, en graines, mais j'enlève les mauvaises herbes, je mets de l'eau, j'essaie que le soleil arrive jusque-là et que ça pousse. Tu défriches un peu du coup, c'est ça? Et Mais tu fais en sorte. pour être clair, mon métier, c'est la créativité. Donc, j'interviens pour stimuler la créativité des personnes, des enfants d'abord. C'est un peu un sacerdoce pour moi que de reconnaître la créativité comme un moteur essentiel chez l'enfant, Ouais. et puis dans toutes sortes d'autres domaines. Donc, j'interviens beaucoup dans les entreprises, organisations, etc. Mais je me vois vraiment comme un jardinier, quoi, qui met en valeur cette capacité naturelle chez les personnes et qui essaie de la faire fructifier. Top, j'adore déjà, bah, du coup, ma 2e question risque de t'amuser, en tout cas moi je la trouve, très très amusante à la poser. C'est justement, bah, hem, Philippe, si toi tu n'étais plus Philippe Brasseur et que tu étais quelque chose d'autre, une couleur, un animal, un végétal, un symbole, que sais-je, qu'est-ce que tu serais et pourquoi? Ah, écoute, ce qui me vient maintenant, c'est probablement un cheval. Tu sais que Philippe, ça veut dire celui qui aime les chevaux. Oui. Euh, mais je serais bien incapable de te dire pourquoi. Mais c'est quelque chose qui m'habite très très fort. Un des livres que j'ai écrit, c'est l'histoire d'un petit garçon qui reçoit un cheval et ses parents lui disent tu peux le garder à une condition, ce qui reste dans ta chambre. Donc ça dit quelque chose de qui je suis, de la dualité aussi entre le côté civilisé et le côté très sauvage, comme ça. Donc oui, je dirais un cheval, un Ah cheval qui donc je retiens s'ignore. qu'en fait Mhm. la le pour toi le cheval a cette symbolique, spécifique pour toi de dualité entre, le cheval, on va dire un peu sauvage, fougueux et cetera et le cheval domestiqué ou, Ouais, ce qui m'habite, c'est le couple, vraiment le couple enfant-cheval. C'est cette mmh, dualité-là, tu vois. Donc d'accord, la relative fragilité de l'enfant, son côté non fini comme ça, et par rapport à l'enfant que j'étais, peut-être un peu créatif et très sensible. Et le côté très, très fougueux, solide du cheval, mmh qui, mh, qui ne se soucie que d'une chose, c'est d'aller chercher l'air frais et de galoper. Ouais, c'est c'est ça. cette dualité-là que j'aime OK, OK, cultiver probablement aussi. c'est ça. OK et bah, du coup, là, tu me tends une perche, hein. Tu parles un petit peu de ton enfance en subliminal. En tout cas, j'entends, cette référence-là, depuis le début de notre échange. Du coup, bah, Philippe, je te propose de me raconter ton histoire. Tu la commences où tu veux, tu m'en dis ce que tu veux et on a tout le temps pour écouter cette histoire. Mais je vais commencer très, très tôt dans dans l'histoire parce que, heu, ça commence sur la table d'accouchement. Ma maman, avait un très gros ventre, avant ma naissance, et elle se demandait: «Tiens, est-ce que j'ai pas des jumeaux?» Mais son gyné lui a toujours dit: «Non, non, vous avez un gros bébé». Elle devait écouter le cœur. «Non, j'entends un seul cœur», hein. Et le moment de la naissance arrive, un premier bébé sort, c'est ma sœur, et et puis elle pousse très fort, il y en a un deuxième qui arrive, c'est moi. Et je vais tout de suite en couveuse, je te passe les détails parce que je suis pas en grande forme quand je nais. Le début de la vie a été un petit peu, non seulement inattendu, mais difficile. Mmh mh, mmh. Heu, j'ai pas été en grande forme physique avant mes 1 an, je crois, parce qu'en plus, tu es intolérant au lait et tout. Je raconte ce début-là parce que j'ai l'impression que j'ai 56 ans maintenant, mais une partie de ce qui m'habite et de ce qui m'anime, c'est une forte envie de vivre, Mmh mh. couplée à une peur inconsciente de la mort. Mmh mh, Tu vois? Tu mmh. vois? Et Ouais. c'est peut-être l'imminence, mais tout à fait irrationnelle, et potentielle de la mort qui me donne chaque jour envie de vivre absolument, quoi. C'est Voilà. ça, de vivre encore plus Mmh. pleinement, quoi. Mmh. Ouais, ouais. Mmh. Et de faire quelque chose de ma vie, de faire quelque chose que de
de ce que la nature m'a donné comme talent éventuel. Et voilà. Et l'histoire de mon enfant, c'est un enfant assez solitaire qui dessine beaucoup dans son coin, qui a un monde intérieur assez riche comme ça, mais qui s'exprime par le dessin. Et j'ai commencé mes études supérieures par une année de dessin, et puis j'ai hésité, j'ai continué par des études en communication, puis j'ai travaillé Mmh. dans la publicité, d'abord non sans avoir participé à un concours international de bande dessinée que j'ai gagné et qui m'a confirmé que le dessin, ça me plaisait et que je devais en faire quelque chose. Euh, et puis, je travaillais dans l'événementiel. Je travaillais ensuite dans une maison d'édition jeunesse Mmh. où j'ai exercé plusieurs fonctions. C'est chez Averbo en Belgique. Et je me suis occupé de plusieurs magazines jeunesse là-bas, ce qui était très, très intéressant. Mais à 35 ans, j'ai fait une crise existentielle. Je passe assez vite en fait de mes 0 à 35 ans parce que je crois qu'à 35 ans, ma vraie vie a commencé en fait. Ah ouais. J'ai fait une crise existentielle. Je me suis rendu compte que j'étais devenu rédacteur en chef de plusieurs magazines jeunesse. Les magazines dont je m'occupais, c'était 400 000 abonnés, je crois, tout compris. Et j'avais une équipe éditoriale dont j'étais responsable. C'était très gratifiant à tout point de vue, Ouais. socialement, financièrement. J'avais 43 jours de congé par an. Le boulot que je faisais me plaisait, correspondait à mes compétences, avait du sens. Les magazines pour lesquels je travaillais étaient sans publicité. Donc vraiment... Et pourtant, un jour, je suis parti à mon travail et ça durait 50 minutes, je crois, le trajet. J'ai pleuré tout le long. Mmh. Je rigole maintenant, mais il y avait une espèce d'interrogation. Mais comment ça se fait que ça va pas alors que Au début. socialement, enfin, vu de l'extérieur, tout va très bien. Qu'est-ce qui se passe là? Ah 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 ah. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un fondament, enfin, que j'avais répondu à des injonctions probablement extérieures en acceptant ces promotions successives Mmh. et que mes fondamentaux n'étaient plus nourris. Et, alors, et j'ai eu la chance financièrement de pouvoir me permettre, et je le dis parce que je connais des gens qui le font sans avoir cette sécurité financière, mais il se fait que j'avais une sécurité financière qui m'a probablement encouragé à prendre le risque de Mmh mh. m'arrêter, de quitter ce travail de salarié, de prendre une année sabbatique et de la consacrer à dessiner, à écrire. D'ailleurs, j'ai raconté dans un TEDx, tu connais ces conférences, comment je me suis organisé le premier jour de cette journée qui était une bascule majeure dans ma vie. J'ai fait une grande carte mentale, un mind map, comme ça, avec tout ce que je voulais faire dans cette année-là, parce que je n'avais pas envie de perdre mon temps. Ça, c'est quelque chose qui m'habite assez fort. Donc, j'ai noté tout ce que j'avais envie de faire. Et puis, l'après-midi, j'ai dessiné un semainier, hein, du lundi au dimanche, matin, midi, après-midi, soir. Et j'ai mis dans ce semainier tout ce que j'avais envie de faire, en essayant de tenir compte de ce que je connaissais de moi-même, mes rythmes. Je savais qu'au niveau créatif, j'étais mon plein potentiel le matin, mais qu'au moment de la sieste, il ne fallait pas demander grand-chose. Donc, c'est un moment où je lirais. C'est Voilà. ça. Et ça m'a beaucoup plu de me discipliner comme ça pendant une année. J'ai accompli plein de trucs. J'ai rencontré plein de gens. Je me suis beaucoup formé. Et puis, j'ai été voir une éditrice chez Casterman avec plein de projets sous le bras, plein d'enthousiasme. Je la connaissais un tout petit peu, donc je me dis ça va faciliter la rencontre. Mais elle a tout refusé. Mmh mh. Et comme j'ai insisté un petit peu sur le pas de la porte en disant, mais ce serait quand même chouette qu'on collabore, parce qu'on avait des centres d'intérêt commun en termes d'édition et de rapport à l'enfance, l'éducation. Elle a Mmh dit, mais est-ce que ça t'intéresserait d'écrire un livre sur l'éducation, sur la créativité? Un livre pas lié à la créativité comme beaucoup de gens y pensent, à savoir que le bricolage, l'expression artistique, mais quelque chose de plus fondamental, vraiment une souplesse mentale, une capacité d'ouverture d'esprit, Mmh. et un livre donc pour les parents, les enseignants, etc. Et j'ai dit oui. Et ce livre est sorti assez vite. À ce moment-là, j'avais déjà 3 enfants. Avec ma femme, ils étaient dans l'âge d'or de l'enfance, en fait. Ils étaient entre 2 ans et 6 ans. Et Ouais, c'est vraiment un âge extraordinaire. ouais. Et le fait d'avoir dit oui à ce moment-là de ma vie a été, je me rappelle, je me couchais le soir, mais surexcité. Mais c'est trop magnifique quoi, de pouvoir non seulement parler de cette matière-là,
mais de le faire au contact de mes propres enfants avec qui je peux expérimenter, tu vois. Ah. Mmh. Et il m'a semblé d'emblée que il y avait là pour moi une vraie vocation. J'avais eu un cours de créativité quand j'étais à l'IEX, donc j'ai fait mes études supérieures, que j'avais beaucoup aimé. Et puis c'était un petit peu tombé dans l'oubli pour moi, mais je me suis rendu compte en regardant en arrière, Ouais. mes métiers de publicitaire, d'organisateur d'événements, machin, et puis toute mon activité de dessin qui n'avait pas arrêté, j'ai continué à dessiner comme hobby comme ça, à quel point c'était important. Et voilà. Et donc à cause de ce premier livre, parce que parallèlement, je commençais à m'installer comme dessinateur, donc je dessinais dans la presse, d'abord pour Le Soir, beaucoup, et puis pour La Libre Belgique, ensuite. Et je me suis rendu compte que mon rêve de m'installer comme dessinateur, en fait, ne me satisfaisait pas du tout, parce que rester tout seul à ma table, comme Mmh. ça, ça ne satisfaisait pas mes besoins sociaux, que j'ignorais. Je croyais que j'étais fondamentalement quelqu'un qui se satisfaisait dans la solitude. Mmh mh, Et mmh. j'aspirais à ça d'ailleurs. Mmh mh. Mais je me suis rendu compte que j'étais très malheureux. Et en plus que je faisais face à des démons intérieurs terribles, le doute, le sentiment d'inutilité. Enfin, bref, à cause de ce premier livre, on m'a demandé de donner une conférence, de donner une formation, etc. Ce que je ne me croyais pas capable de faire et où je me suis révélé passionné et apparemment pas trop à côté de mes pompes. Ce qui fait que je me suis découvert là aussi une nouvelle vocation, non seulement de parler en public, mais de partager ce qui débordait à ce moment-là, cette envie Mmh mh. de promouvoir cette énergie, cette intelligence créative. Et comme j'aime beaucoup comprendre les choses, j'adore réduire la complexité. Donc c'est une matière complexe, la créativité en tout cas, très large et possiblement un peu flou comme ça. Et j'avais vraiment à cœur d'essayer de rendre ça clair Mmh. euh, et tangible pour, entre guillemets, le grand public. Voilà, donc toujours est-il que j'ai continué à écrire des bouquins. J'en ai écrit plusieurs chez Casterman. Après, elle m'a demandé d'écrire un livre sur les livres pour euh, promouvoir un rapport au livre basé sur le jeu, l'échange, le plaisir, là où c'est souvent un peu le contraire qui se passe pour les enfants. J'ai écrit un livre sur la créativité avec les objets. J'ai commencé à écrire des livres jeunesse aussi, donc des histoires que j'ai illustrées. Mmh mh. Et puis un livre sur l'art qui s'appelle Eureka. Et puis j'ai fait un livre qui s'appelle La Grande Fabrique à idées dernièrement, Manuel de pensée génial, toutes sortes de livres sur la créativité. Puis je continue maintenant. Euh, ce qui me passionne, c'est le challenge en fait, c'est le défi, le changement, ce qu'on vient de me bousculer, qu'on vient de me chercher en me demandant un truc que j'ai jamais fait et qui me fait peur, Hein, hein. mais où je sens que je vais apprendre des trucs, quoi. C'est ça. Alors au début, je passais par des affres véritablement terribles j'avais des fantasmes négatifs comme ça où je donnais une conférence, enfin, dans mes Ah, dans fantasmes, ton hein, imaginaire, ouais. ouais, dans Mmh. l'imaginaire. Et puis les gens se levaient en me disant: «Monsieur Brasseur, vous êtes un imposteur». En plus, c'est bien, ça Ouais, rime. c'est ça. Ouais. En te Et puis, pointant du doigt, en te jetant des tomates. ouais, ouais, un truc du genre. Ouais. Et puis, c'est un ostéopathe qui m'a libéré de ce truc-là. Il m'a dit Philippe, si tu as peur, bien sûr, si tu regardes ta peur en face, c'est une bonne chose, mais elle pourrait avoir tendance à t'obséder, à grandir. Mmh. Mais tu peux aussi regarder ta peur comme si c'était une médaille. D'abord, si tu as peur, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a un enjeu. S'il n'y a Mmh pas mh. d'enjeu, tu n'auras pas peur. Bon. Mais donc, derrière chaque peur, dit-il, si tu retournes la médaille, il y a une envie. C'est Tu as Seigneur peur, de dire. Mmh. voilà, tu as peur d'échouer, c'est que tu as envie de réussir, en fait. Ouais. Tu as peur de paraître incompétent, c'est que tu as envie d'asseoir ta compétence, ta légitimité, etc., etc. Et donc, chaque fois que j'ai peur maintenant, parce que je continue à avoir peur, hein, mais j'ai cette réflexion-là et ça m'aide énormément. Mmh. Ce qui m'a aidé aussi, c'est de changer régulièrement, c'est de ne pas m'installer dans une sécurité, un confort trop longtemps. Je m'ennuie relativement vite. Et donc, quand quelque chose fonctionne bien, j'ai tendance à dire, bah, c'est bon, je peux faire autre chose, quoi. Mmh. J'ai eu la chance de faire beaucoup de travail sur moi-même, notamment les tests Gallup, Strength Finder, tu connais peut-être. Oui, oui. Et j'ai appris qu'un de mes moteurs principaux, c'est d'apprendre des choses. Parce que
c'est intéressant de savoir que les uns et les autres, il y a beaucoup de choses qu'on sait faire, mais des choses qu'on sait faire qui nous coûtent de l'énergie, et d'autres qui nous donnent de l'énergie. Mmh. Bon, j'enfonce des portes ouvertes, mais voilà, ça a été une grande découverte pour moi de savoir quelles sont, où est-ce que je dois aller, à quelle pompe à essence je dois aller m'alimenter si je C'est veux ça. trouver mon énergie. Alors, dernièrement, il y a eu, le confinement. Je vais vite, mais ça a été un changement important aussi. Mmh. Parce que ben moi qui parlais en public, qui aimait, qui voyageait beaucoup, parce que depuis plusieurs années maintenant, je voyage beaucoup en France, mais aussi un peu intercontinental comme ça, pour rencontrer les chefs d'entreprise, pour leur parler de leur propre créativité en tant qu'individu et du management de la créativité. Là aussi, c'était un grand pas parce que j'étais terrorisé par ce public qui m'intimidait beaucoup. Et puis, je me suis rendu compte, une bonne nouvelle, la meilleure posture à avoir avec ces gens-là, c'est d'être pleinement moi-même. Et ils adorent que je ne me souvienne pas du monde de l'entreprise, que je ne vienne pas d'une grande école de commerce, etc. Ah. J'ai un autre discours, une autre expérience, que je leur parle d'enfance, d'éducation. Donc là aussi, c'était une grande nouvelle. Mmh. Sois toi-même et ni plus ni moins, mais le plus authentique qui soit. Mais donc, crise du Covid, j'ai beaucoup de collègues en tout cas quelques-uns, qui m'ont dit oh, ben moi, donner des formations à distance, très peu pour moi, je vais en profiter, je vais réduire la voilure, attendre que ça passe, Hein, hein. parce que c'est pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain, c'est le lien, et ça te déshumanise. C'était ma posture pendant 2 mois, ça au début, 1 mois et demi. Et puis, je me suis dit plusieurs choses. D'abord, bon, très simplement, il faut que je gagne ma croûte, d'autant que ma femme, à ce moment-là, avait changé de boulot, qu'elle s'installait comme coach. C'était magnifique, c'était un tournant absolument nécessaire dans sa vie, Mmh. mais ça changeait un peu la donne au niveau financier. Bien sûr. Et puis, je me suis dit, mais voilà une super occasion d'être créatif. Voilà. C'est-à-dire de sortir de ma zone de confort et de ne pas confondre la fin et les moyens. Ouais. C'est une erreur que beaucoup de gens font, en fait. On est toi et moi en face de l'autre, il y a un écran, mais je te vois, je vois tes sourcils qui se lèvent, etc. Peut-être que c'est encore plus facile comme ça d'avoir une relation proche et humaine, enfin plus facile, j'exagère, mais pour moi ça ne change pas énormément que si on était dans la même pièce. Mmh. T'imagines, on devrait avoir un masque en plus, machin. Ouais. On verrait pas le sourire des uns et des Voilà, autres. ouais, exactement. Et Et puis du coup, donc, non seulement j'ai commencé à donner des formations à distance, des conférences, mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de souffrance psychologique aussi. Mmh. Donc je me dis, ben, tiens, moi qui dessine beaucoup et qui, en fait, depuis, depuis que je suis adolescent, je remplis 3 carnets par an. Donc je dessine et j'écris. Et je dessine et j'écris quoi? C'est pas des trucs pour montrer sur Instagram, machin, c'est pour moi. C'est Ouais. personne qui voit ça. Mais c'est pour me connecter à moi-même. Ça me fait un bien fou. Alors, je Mmh. raconte mes rêves là-dedans. Je me raconte à moi-même. Je les raconte, je les analyse, je les questionne. Je note des conversations que j'ai eues avec des gens. Je fais des dessins tout à fait spontanés. Et après, je pose des questions au dessin. Je le laisse me dire ce qu'il a à me dire à ce moment-là. Enfin, toujours est-il que j'avais développé une certaine pratique par moi-même qui me faisait du bien et j'ai eu envie de la partager. Et donc, j'ai monté des sessions là-dessus. Et puis, je me suis rendu compte que le passage par le dessin, mais pas seulement le dessin, par les images, les œuvres d'art, en présentiel, comme on dit, dans mes séminaires, j'utilisais énormément de reproductions d'œuvres d'art Mmh. pour faire émerger l'intuition, pour aller au-delà des mots, comme je le dis, avec des choses d'entreprise, par exemple, parler stratégie, parler comment est-ce que vous ressentez votre entreprise aujourd'hui, comment vous la voulez dans 2, 3 ans, vos forces, vos faiblesses, enfin des questions classiques en stratégie. Mais quand on prend des images au hasard, par exemple de Magritte, pour dire, tiens, ben, cette image au hasard, elle va dire quelque chose de vous en êtes aujourd'hui. Puis cette image-là, elle va dire, et ça va pas être une autre image, c'est celle-là, euh, elle va dire quelque chose de vous voulez arriver dans 2 ans. Ils sont obligés de court-circuiter plutôt de quitter leurs autoroutes de pensée C'est ça. pour aller chercher autre chose, une intelligence qui est là, qui est disponible, mais qui est cachée. Et Ouais. j'ai trouvé ça vraiment passionnant.
au point que j'ai créé, il y a quelques mois maintenant, une école de visualisation créative, comme vous l'appelez, pour faire émerger ce que les mots ne peuvent pas atteindre et Mmh. créer, au-delà de ça, une qualité de relation et d'écoute partout, non pas seulement en entreprise où j'interviens beaucoup, mais aussi en individuel. Avec ma femme, on a mis en place depuis quelques années des séminaires pour les couples aussi, mais par la créativité. Donc, c'est créer des moments proposer des moments de co-création Mmh. où les couples vont se rencontrer, mais pas pour apprendre à mieux communiquer, parler en jeu. On sait faire ça. On a fait ça pendant 10 ans. J'étais responsable pour la Belgique d'une association justement d'accompagnement pour les couples. Enfin, à côté de mon boulot, hein, on faisait ça avec ma femme. Mais justement, pour quitter le langage et aller les chercher en amont du langage et dans une orientation résolument positive. Mmh. Pas pour aller résoudre des problèmes, mais pour renforcer le lien qui existe et le lien non verbal aussi, le toucher, le regard. Puis des choses que font très peu de couples, peindre ensemble, faire du land art. Alors on fait ça dans le jardin chez nous, etc. Et voilà. Et donc maintenant, je suis là avec ça. Je dois dire que j'ai passé une, je ne vais pas dire formidable parce que ce serait exagéré, mais j'ai passé une très très bonne année 2020. Mmh mh. Je ne suis pas imperméable à la souffrance du monde, j'en vois beaucoup autour de moi. Mmh. Mais cette année complètement atypique Mmh. m'a donné une belle occasion de sortir de ma propre zone de confort et zone où j'étais un peu en train de m'ennuyer, de faire du surplace, etc. Et il y a tout un nouveau champ qui s'est ouvert comme ça. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Oui, donc c'est finalement, oui, c'est tout un parcours, un cheminement, je vois, où effectivement tu as testé plusieurs choses et puis à un moment donné, ben, tu vois qu'il y a d'autres choses qui t'appellent et donc tu as vraiment, j'ai presque envie de dire, navigué comme ça, en gardant quand même toujours cette ligne, ce fil allez, j'ai quand même l'impression qu'il y a toujours cette ligne conductrice d'effectivement de créativité, du dessin, Ouais, heu mais c'est pas du tout quelque chose qui est réfléchi chez moi. Donc c'est vraiment, non, c'est ça, ça j'ai la chance en fait d'être très sensible. mmh Et donc, quand je suis pas heureux, ben c'est une tautologie, hein, mais je deviens très malheureux. ouais, Tu vois ce que je veux dire? Hein, ouais. et je peux pas faire semblant, quoi. Ça Mmh. va pas. Donc Oui, là, c'est un signal, oh là, il y a quelque chose qui va pas. c'est ça. Et tu as utilisé un mot intéressant, c'est le mot naviguer. Mmh mh. J'ai une personne que je connaissais pas, mais qu'une amie commune m'a dit: «Il faut absolument que tu rencontres». Et il a fait pour l'année passée un exercice que je me suis approprié immédiatement, que j'ai adoré, c'est la carte des navigations professionnelles en 2020. Et donc, l'idée est la suivante, c'est que tu dessines sur une carte vierge, hein, Mmh. le territoire historique dans lequel tu évolues professionnellement, ou peut-être tu as continué à évoluer pendant ton année écoulée. Et puis, les territoires connexes ou un petit peu plus éloignés que tu as explorés, alors, pour dire conquis, mais en tout cas où tu t'es installé pendant cette année et qui se sont révélés intéressants, où tu as pu apporter quelque chose, de la valeur et en retirer également. Et puis des nouveaux territoires qui sont apparus plus loin, qui te donnent envie de les explorer, même si tu n'as fait qu'y toucher ou que les voir. Et peut-être des territoires que tu as abandonnés. Et je trouvais la métaphore passionnante de se dire, au fond, si je suis un navigateur comme ça, Mmh. voilà, quelles sont ces terres, où est-ce que je décide de rester, qu'est-ce que je décide de quitter, où est-ce que j'ai envie d'aller explorer. Mmh. Sachant que je ne peux pas tout aller, aller partout, pardon, il va falloir Oui, opérer des choix. choisir, Hein. oui, c'est ça, Voilà, choisir quel est le cap. On va voilà. dire ça comme Et ça. je fais ça comme dans les anciennes cartes, tu vois, quand tu veux aller vers une terre inexplorée, eh ben forcément, sur le chemin, il y a un dragon de mer quoi, qui t'attend. C'est ça, il y a un kraken qui t'attend. Voilà. Mais derrière, il y a une sirène qui t'appelle, viens, viens. Voilà. Et qu'est-ce que ça dit tout ça? Voilà. Ouais, 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 non, c'est ça et puis j'aimais bien aussi, tu vois, c'est dans cette approche que tu partageais par rapport au langage, au-delà des mots, ça me parle assez bien parce qu'en plus on sait avec, Merabian que tu dois sûrement connaître que justement la communication, il y a quand même une bonne majorité de la communication, qui en fait n'est pas du tout par les mots, Mm. qui est par le non verbal et par le paraverbal.
Et du coup, ça me faisait penser justement à cette, à cette notion d'exploration des possibles avec la carte dont tu parlais, de Ouais. naviguer, etc. Et, et comme tu as pas mal exploré dans l'histoire que tu nous as racontée, ton histoire unique et singulière, qu'est-ce que qu'est-ce que tu retiens de ces explorations justement que tu as fait et que tu aurais envie de transmettre aux auditeurs aujourd'hui si, tu vois, s'il y avait une carte entre guillemets d'explorateur à donner ou de navigateur à donner, en disant: «Ah bah, moi avec tout ce parcours-là, ce que j'en retiens, c'est ça la boussole quoi et c'est ça la carte». Une Pour proposition. moi, une boussole importante, c'est d'avancer malgré la peur. Mmh. C'est d'aller là où, je vois que ça a l'air beau, même si j'ai une peur terrible. Et alors je me c'est des allers-retours entre le cerveau, heu Droit et gauche. non, 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 mais entre le cerveau limbique, donc le cerveau, nos émotions, nos habitudes, et notre néocortex. Notre néocortex, il adore le changement, découverte, mais notre cerveau limbique, lui, il aime bien rester dans son confort, etc. Et puis, il envoie tous les signaux émotionnels, comme ça, peur, danger. Voilà. Et donc, je me rends compte que je ne me défais pas de la peur, mais que ça vaut vraiment la peine d'aller là, là où il y a du neuf à découvrir, là où il y a l'occasion de grandir, là où il y a l'occasion Mmh. de déployer je vais dire un pétale en plus si j'étais une fleur, mais parce que ça vaut la peine et ça ne me tue pas. Donc, C'est intéressant parce que tu parlais de cette, de ce que cet ostéopathe t'avait partagé de derrière chaque peur, il y a un désir en fait. Donc ouais, en c'est fait, ça. c'est une belle boussole aussi de voir c'est quoi les désirs et les limites. Enfin, le kraken que j'imagine qui, enfin, tu disais Ouais. toi-même la première fois où on te dit que tu vas prendre la parole en public, tu t'imagines, bah non, je vais pas être bon en prise de parole, on va me jeter des tomates, on va me montrer du doigt, mais en fait, Mmh. c'était un désir d'être brillant sur scène en fait qui était derrière. Enfin, je veux dire, C'était pas le désir d'être brillant sur scène, mais c'est vraiment le désir de partager. Alors, je veux pas nier qu'il y a une dimension narcissique, hein. C'est vrai que c'est très gratifiant de parler en public. Non, il faut le dire, exact. et de recevoir des compliments, et cetera, et de voir dans le regard des autres, cette confirmation qui me ramène au tout début de mon histoire de: «Oui, Philippe, ça vaut la peine que tu sois né et que tu sois encore vivant», quoi. C'est ça. Tu vois? Ah ouais, ouais, bien Mais sûr. mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Ouais. Il y a vraiment cette Et notion de transmission aussi parce que tu parles beaucoup ouais, des enfants et c'est tout ça, énorme pour moi. C'est c'est énorme. c'est vraiment pour Voilà. toi cette notion Voilà. de Et c'est pour ça que pour moi, tout le reste, c'est des moyens. Donc, mmh. écrire des livres, donner des conférences, écrire des posts sur LinkedIn, Mmh mh. c'est C'est des et ce qui moyens de m'est transmettre, ouais. ouais. Et ce serait quel message que tu as envie de transmettre alors du coup? Hem, Celui qui ouais, te il y en a plein, mais, ouais. juste, il y en a un que j'ai envie de transmettre par rapport à ta question précédente, c'était, Ouais. hem, c'est quoi ma boussole dans ces navigations, c'est de pas hésiter à créer du vide aussi, Mmh. parce que, je sais que ça en abandonnant, dire je donnais cours à l'IEX, hein, école dont j'étais diplômé, et puis, j'ai été dire au directeur: je veux plus enseigner». Vous vous rendez bien compte que c'est la dernière fois que vous aurez l'occasion, enfin, vous essayez pas d'aller partir, de revenir. «Ouais, j'ai bien réfléchi». Même chose, je donnais cours dans une autre grande école. Il y a des endroits où beaucoup de gens veulent aller et puis, «Ah, et toi tu t'en vas?» Mais c'est en recréant du vide qu'il y a de la place qui s'est créée pour autre chose, quoi. Mmh mh. Donc, et alors quel serait ce que j'ai envie de communiquer fondamentalement? Mais il se trouve dans ma tomate, je crois, dans cette ampoule tomate qui se trouve sur ma maison, sur ma carte de visite et tout, c'est que, la la créativité n'est pas une technique à acquérir, c'est vraiment une nature à laisser s'exprimer. Ouais, c'est vraiment ça, et que cette nature, elle est en soi. J'aime beaucoup cette parole de Carl Rogers, le psychologue. Il dit: «Dans le sens le plus profond, être créatif, c'est se réaliser en tant que personne». Mmh. Tu vois? Donc comment,
déjà pour soi-même, aller écouter. Et puis alors, euh, on n'a qu'une vie aussi, donc, mais on en a plein. C'est génial le nombre de vies que tu peux vivre. qu'on peut vivre dans une seule vie. Et c'est génial à quel point nous sommes beaucoup plus que ce que nous croyons être, en fait, ou que ce que d'autres nous ont dit que nous étions. Moi, je vois bien, si je m'en étais tenu à ce que d'autres disaient de moi, enfin, j'ai la chance, j'étais très bien entouré, une famille aimante, un Mhm. contexte socioculturel privilégié, mais, mais, mais quand même, on me disait, oui, toi, Philippe, tu es timide, tu es introverti, tu es un artiste, tu es distrait, hein, des trucs comme ça, tu es. Les étiquettes. Et voilà, et ma vie m'a montré après que non. C'est super intéressant parce que là, tu vois, ça me fait penser à cette notion de quelle identité tu as envie d'être. Et Hmm, que dans une vie, en fait, finalement, si tu ne t'attaches pas aux étiquettes hmm, que tu te mets ou qu'on te met, peu importe, hmm. finalement, oui, comme tu dis, il y a un champ pour toi qui Je lisais hier un de mes mentors, c'est Hergé. Je suis en train de lire sa correspondance, c'est à côté de mon lit pour l'instant. Et ici, tu as Nietzsche Mmh, qui dit toute conviction est une prison. mmh, Il faut se méfier de tes convictions. ouais. Entre conviction et croyance, Oui, mais c'est ça, il n'y a hein. qu'un C'est pas, tu vois. les croyances, Voilà. il y en a des stimulantes, il y en a des limitantes et Voilà. c'est, Et tant qu'à citer Nietzsche, ouais, j'adore cette phrase qui me guide beaucoup, c'est ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. mmh c'est la certitude qui rend flou, ouais. Ouais, ça me plaît bien parce qu'aussi, ouais, on a toujours cette enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont envie Hmm. d'éradiquer la peur, qui ont envie d'éradiquer le doute et qui disent: «Ah, mais si j'avais plus peur ou si j'avais plus de doute, je serais plus courageux, je serais plus» je sais pas, enfin, plus. Hmm. Et c'est assez intéressant parce que quand tu recadres ça en disant: «Ben, en fait, c'est comme tu disais, c'est parce que tu as peur que ça en vaut le coup». C'est Ouais. parce que tu doutes, Ouais. bah, du coup, ça te enfin, si tu avais pas peur, s'il y avait pas de peur, bah, on pourrait pas échelonner non plus cette notion de courage qui te tient à cœur. S'il y a pas de peur et que tu surpasses pas une peur, ben, on peut pas vraiment dire que tu es courageux, du coup. Donc il y a cette dualité Hmm. ou cette complexité, j'ai envie de dire, ouais, qui permet quand même de se rendre compte que la peur, le doute ou ces choses-là qu'on va percevoir négativement, en fait, ne sont Ouais. pas sont que des fantômes ou des. Et puis, il y a pas que la peur et le doute, il y a l'image de soi qui peut faire mal. En tout cas, si on s'identifie au produit de sa création, je donne un exemple. Quelqu'un veut écrire un texte, il veut écrire un roman, Oui. ou il veut écrire un essai. Je mangeais à côté d'une femme comme ça il y a quelque temps, Mmh. et elle me dit ouais, moi je voudrais écrire un livre, mais chaque fois que je m'y mets, je suis effaré, c'est médiocre. Et pourtant, je comprends dans la conversation qu'elle a en elle la matière, en tout cas. Elle a des Ça, connaissances, pour écrire un essai, il faut quand même être très compétent sur un sujet ouais. et avoir une Elle a compétence qui n'est pas l'expertise que. nécessaire, quoi. Ouais, une expertise qui n'était pas que l'ivresse, mais en plus, c'était vraiment ancré dans l'expérience. Mais on ne Mmh. s'improvise pas à hauteur, il faut traverser en fait l'épreuve de l'écriture. Et je lui ai renvoyé cette réflexion. On se connaissait depuis une demi-heure. Je lui ai dit il va falloir que tu acceptes de faire face à ta propre médiocrité, Mmh mh. qui est un petit peu vache. Mais je veux dire par là qu'il je veux dire par là que quand on commence une œuvre créative, quelle qu'elle soit, bah, au début, alors je vais être très vulgaire, on produit de la merde. Et c'est Mmh. normal. Et c'est dans la mesure où on est capable d'en Des produire beaucoup et d'accepter que ouais. tant de médiocrité soit capable de sortir de soi, avec la foi que ben, dans cette boue, en secouant, in fine, on va trouver des pépites. Mmh. Et donc, ça demande du courage et de l'humilité. C'est Ça ça. me passionne aussi, ça d'accompagner les gens là-dedans. Et c'est super intéressant effectivement de pouvoir, ça me fait vraiment penser à cette notion de parfaitement imparfait parce que et en résilience, on parle beaucoup aussi c'est Carol Dweck qui parle de l'état d'esprit de croissance, de cette capacité en fait à faire des erreurs, des essais-erreurs Mm, et de garder quand même toujours cet enthousiasme parce qu'on a cette conviction, bah, c'est un apprentissage de mm, toute façon, donc ça qu'au final, dans tous nos essais-erreurs, il y aura des comme tu dis, ouais. des choses qui vont ressortir et qui vont,
où on va se dire, bah, le coup de génie où il vient pas comme ça un jour, ah, tu l'illumination, et cetera. C'est à force de finalement, d'essais, quoi. Je vais te donner un exemple. Il y a... Oh là là, le temps passe vite. On va dire il y a 14 ans. Me vient l'idée d'un livre sur l'art. Mmh. Toujours passionné par l'art, donc par les arts plastiques, s'entend, et j'ai envie de faire un livre sur le regard, et un livre pour promouvoir un regard résolument subjectif sur l'art, hein, et non pas un livre pour apprendre l'histoire de l'art, etc., mais pour dire, tiens, le spectateur devant une œuvre d'art, il a aussi quelque chose à dire, même s'il n'y connaît rien. C'est ça, ouais. Peut-être surtout s'il n'y connaît rien. Bon. Et donc, j'entame la rédaction d'un livre dans lequel je mets, comme c'est souvent le cas, parce que ça fait déjà quelques années que l'idée mûrissait, je mets plein d'anecdotes, de pistes, d'activités, de jeux, etc. Et j'emballe un livre plein comme ça, en fait, et j'appelle ça le livre-jeu des images. Et puis, je refais une deuxième version, le livre-jeu du regard. Ça, enfin, et je fais 2-3 versions successives, comme ça, jusqu'à ce que je me dise, ça y est, c'est bon. Et je mets en page, j'imprime en 10 exemplaires, j'envoie à 10 éditeurs, j'attends, zéro réponse. Rien, nada, rien, rien. Mais après plusieurs mois, j'étais bien décontenancé parce que je me dis, voilà, Mmh. tu croyais vraiment à ce truc, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on me dit, bah, c'est que mon projet est nul, donc je suis nul, en partie probablement. Enfin, je n'ai peut-être même pas envie de faire face à ça. Je mets le projet au fond d'un tiroir et n'en parle plus. D'accord. Il y a 4 ans, je me réveille un matin avec une drôle d'idée. Et si je mourais dans 3 mois? Mmh. Une hypothèse imaginative, comme ça, passionnante, hein. Ouais. Mais ça peut arriver, hein, je peux avoir J'aime un beaucoup cancer les fulgurant, passer sous un camion, machin, bon. Et là, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce qui se passe si je meurs dans 3 mois? Ah, bon, première chose, urgence d'aimer, hein, et je vois le déficit d'amour que je peux avoir vis-à-vis de certains de mes enfants, et ça, donc là, urgence de ma femme, et tout. Ok, mettons ça en priorité. Par ailleurs, je repense à ce projet, je me dis, ça, j'aurais quand même vraiment envie, avant de mourir, de faire un livre sur l'art, parce que je crois que j'ai quelque chose de singulier à dire là-dessus. Je ressors mon projet du tiroir, et là, avec le temps qui a passé, on parle de presque 10 ans, m'apparaît comme une évidence, telle erreur, telle erreur. Et puis la complexité du truc, j'ai fait un projet beaucoup trop ambitieux avec plein de tiroirs. Donc je réduis fondamentalement le concept à sa plus simple expression. Euh, et je me prends au mot, c'est-à-dire je dis 3 mois, ok, vendu. Donc on était début juin. Je dis bon, ben, fin août, il faut que le projet soit bouclé et que j'envoie à des éditeurs. Donc ouais. le 31 août, je mets sous enveloppe, et le 4 septembre, l'éditeur que je voulais me contacte en me disant, Monsieur Brasseur, on aime beaucoup votre manuscrit, est-ce que vous voulez bien venir nous en parler à Paris? Et le livre s'est fait comme ça. Donc, tout ça pour dire que ça vaut la peine de se donner des délais. Moi, je crois très fort à la vertu de la discipline en matière de créativité, Mmh. de, de, ouais, de l'autodiscipline, mais vraiment comme une aide, parce que un créateur, il n'y a personne qui va lui dire le matin, vas-y, lève-toi, fais ton taf. Oh non, j'écrirai quand je serai inspiré. Enfin, voilà. Picasso disait, l'inspiration existe, mais elle doit vous trouver au travail. Oui, j'aime beaucoup Tu cette vois. citation-là, ouais. Voilà. Effectivement, finalement, et c'est super intéressant parce que souvent, effectivement, il y a cette croyance, justement, cette conviction que oui, mais voilà, un artiste, où la créativité vient, comme une inspiration ou quelque chose comme ça, et j'aime bien aussi que tu parles de discipline parce qu'il y a c'est toujours cette notion de comme si c'était opposé, être créatif et discipliné. Ça, c'est comme Mhm. si: «Ah ouais, mais je vais pas brider ma créativité». Non, mais en fait, c'est le cadre va te permettre justement de pouvoir expérimenter encore plus ta créativité, et quand on parle d'un cadre, un cadre qui te correspond, tu vois? Je trouvais ça intéressant Mhm. aussi tantôt que tu disais que pendant cette année sabbatique, tu avais eu cette méthodologie-là de dire: «OK, je sais que mon rythme,
mon biorhythme est que je ne suis pas créatif, après avoir mangé. Je suis Mmh. créatif au matin et pas l'après-midi, donc c'est pas Voilà. la peine de faire des tâches créatives en plein milieu d'après-midi après avoir mangé un bon steak frites, hein. C'est Mmh. c'est juste pas cohérent. Mais c'est Donc une relation passionnante, entre la liberté et la contrainte, justement. ouais. Cette articulation-là, c'est un Mmh. secret, très simple pour tout enseignant, par exemple, qui veut stimuler la créativité de ses élèves, pas simplement en arts plastiques, mais également en sciences, en français, en maths, etc. Moi, je m'intéresse beaucoup au rapport entre créativité et pédagogie. Mmh. Et pour moi, la recette d'une consigne qui stimule la créativité, c'est un bon équilibre entre, je parle plutôt d'une tension dynamique entre liberté et contrainte. Vous donnez trop de liberté, dites à des gens, allez-y, voilà, du papier, de quoi, C'est ça. plein de matériel de dessin, vous limitez pas, des pastels, des fusains, de la peinture, de la gouache, et puis voilà, allez-y, soyez créatifs, faites vraiment comme vous voulez, quoi. Lâchez-vous. Et ça les bloque encore Ah plus, ouais. ben, encore plus, ouais. Sauf s'ils ont 2 3 ans, parce qu'à cet âge-là, il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça. Mais dès l'âge primaire, 6 7 ans, etc., vient la peur de l'échec, le besoin de résultats, les attentes implicites, C'est ça. qu'il s'agit de deviner. Alors, à l'inverse, bien sûr, une consigne qui serait trop contraignante va enfermer la créativité. Mais donc, dans quelle mesure est-ce qu'on peut jouer sur ces deux curseurs-là? C'est ça, ouais. Et les bonnes consignes, elles sont ouais, le résultat de bon équilibre entre les deux, quoi. Entre ces 2 choses-là. Et du coup, Mmh. mais cet équilibre, on est d'accord qu'il est très, personnel finalement, non? Tu Oui, remarques toi d'après c'est ton vrai. Je expérience remarque, alors dans mon expérience, c'est vrai que dans les groupes où j'interviens, il y en a qui parfois auraient aimé plus de liberté, d'autres, ouais. Mmh. pour certains, il y a trop de liberté et ils ont besoin de plus de cadre. Donc là aussi, il va falloir doser, C'est ça. bien connaître son public pour savoir aussi comment ajuster par rapport à ce public-là. Mais bon, c'est un autre sujet. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concrètement toi, Philippe, par rapport à cette créativité? Quels sont tes et comment concrètement tu contribues justement à permettre à cette, créativité d'émerger de tout un chacun et de pouvoir, permettre comme ça à libérer ce potentiel finalement qui est Alors, dans la suite de cette merveilleuse crise, non, c'est horrible ce que je raconte. Non, dans la suite de la crise du Covid, j'ai fait un bouquin qui va paraître bientôt, qui va s'appeler, là, on est en train de réfléchir au titre, mais 100 activités géniales à vivre en famille, enfin, truc du genre. L'idée, c'est de mettre la créativité au cœur de l'expérience familiale. Voilà. ah chouette. Et c'est né du confinement. Et pendant le confinement, j'avais pendant 3 mois ou 2 mois et demi publié tous les jours un post Facebook. Et j'avais appelé ça Créativirus. Faites grandir le virus de la La créativité. contagion créative. Ouais, un truc du genre. Et avec l'idée, quelque part, ça touche à la résilience. Les familles se retrouvent entre quatre murs, parfois avec l'interdiction de sortir à certains moments ou dans certaines régions. Tout à Euh, fait. Comment on tirer parti pour passer un temps vraiment de qualité? Mmh. Et les enfants étant réduits à avoir l'école à la maison, ils ne faisaient pas des maths et du français toute la journée. En tout cas, mon fils, il y avait de l'espace au moins pour des temps personnels. Comment, en tant qu'adulte, valoriser ça? Et puis, dans des temps partagés avec les enfants, reconnaître la créativité de l'enfant comme quelque chose de très important et où l'enfant va être meilleur que moi, adulte. Et lui signifier ça très, très clairement. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui m'occupe actuellement, mais là, on est en phase enfin, de terminer Chouette. le bouquin. Et j'écris un bouquin, justement, j'étais occupé ce matin là-dessus, sur l'animation au-delà des mots. C'est plus pour des enseignants, des facilitateurs, des consultants, etc. Mais comment animer avec des images, des objets. La visualisation, on sous-utilise notre imagination, par exemple, et Mmh. j'utilise ça énormément avec le public, et également dans mes formations à distance. Et voilà, en fait, c'est pour conclure une formation justement à distance, comment animer à distance avec tous ces moyens-là, pour ramener de l'humain, de l'intuitif dans un médium qui pour beaucoup est froid et distant. Et je répète, c'est juste un moyen, mais à nous de prendre la responsabilité d'en faire quelque chose de bien. C'est ça, ouais, exactement.
D'ailleurs, oui, parce que c'est intéressant ce que tu dis là, parce que je me souviens que, c'est une croyance, je veux dire, que j'ai eue aussi juste au moment où j'apprends que la conférence va pas pouvoir, se faire parce que Covid. Ouais. Au départ, je me dis: «Ouais, mais je veux pas faire ça en ligne, à distance», parce que la même chose, c'est ma croyance était: «Ben, non, moi je voulais créer du lien, on va pas créer du lien par écran interposé». Et là, en fait, je me suis fait un recadrage parce que ça faisait depuis le mois de janvier que j'étais en formation et en lien quasi tous les jours avec d'autres pairs, d'autres coachs qui, comme moi, étaient dans la même formation, dans la même et on avait créé des liens très forts justement pendant Mmh. et je me suis dit: «Ah ouais, non, en fait, tu te racontes une histoire qui tient pas du tout la route», et comme tu dis, c'est jamais qu'un moyen et que, bah, voilà, le moyen aujourd'hui aussi est là, c'est qu'on puisse se voir, qu'on puisse s'entendre et finalement, bah, créer du lien ou le rendre plus humain, ça ne tient finalement qu'à nous, de ce qu'on en Ouais, fait, complètement. je disais. Mmh. Et du coup, ça m'intéresserait aussi tu l'as quand même déjà, en tout cas moi je l'ai déjà décelé, en tout cas une de tes stratégies. Mais quand, voilà, quand tu as des coups, durs, on va dire ça comme ça, quand tu as des moments, voilà un peu, bah, tu parlais du livre qui se retrouve avec, 0 réaction et cetera. Heu, c'est quoi du coup ta stratégie de divergence? Sachant que la pensée divergente, je t'apprends rien, mais c'est cette capacité justement à avoir d'autres solutions possibles à une problématique donnée. C'est quoi Mmh. toi, c'est quoi? C'est une image, c'est une phrase, qu'est-ce qui fait que tu rebondis? J'ai plusieurs stratégies. D'abord, pour moi, c'est pas un coup dur, c'est souvent un coup mou. Oui, un coup Tu de vois? mou même. Oui, Tu vois? Où je commence à déprimer, ça, alors, du il y a empathie. ouais, alors, je vais faire quelque chose qui me fait vraiment du bien. Par exemple, Mmh. donc j'adore dessiner, donc je vais me mettre à ma table à dessin, moi, c'est ma 1re stratégie parce que je me connecte non seulement à ce que j'aime, mais à travers le dessin, c'est une connexion directe avec mon inconscient, avec Mmh. mon enfant intérieur, avec ma joie intérieure, mais toutes mes émotions d'ailleurs, Mmh. et très souvent dans ma vie, des expériences de dessin ont été des porte-voix d'un message, enfin pas d'un message, mais d'une Une sagesse que tu avais mais pas conscientisée peut-être? ouais, ou parfois un cri ou un appel intérieur comme ça, auquel j'étais pas conscient, ouais. Et ouais, donc ça, c'est un vrai chemin de challenge. Une autre stratégie très simple et que je ne sollicite peut-être pas assez, mais c'est Mmh. d'appeler quelqu'un, avec qui j'ai envie de parler et puis dont je sais que ça lui fera plaisir, d'avoir, de sortir de sa solitude et cetera, donc en d'autres termes, il y a plus malheureux que moi. Hem, mais c'est pas de m'enfermer dans ma névrose, voilà. Et ouais, c'est ça. Alors, à défaut d'appeler, j j'ai énormément de joie, à être en lien avec mes enfants et le fait que j'en ai 2 à l'étranger, un qui a un appartement à Bruxelles. Mais mon petit dernier est en Belgique, il a 11 ans et me connecter avec lui, c'est immédiatement revenir à la vie et à ce que la vie a de plus essentiel, magnifique et puis ils trichent pas les enfants, c'est une source de joie immense et et je me sens très responsable par rapport à ça parce que je me dis dans cette crise qu'on traverse, Mmh. c'est-à-dire nous adultes, bah, ils sont concernés aussi, mais ils nous regardent Ouais. et notre comportement dit énormément de c'est quoi être un adulte, Mmh. c'est quoi être résilient, c'est voilà, et cette observation va les marquer profondément, je le sais. Donc oui, c'est pas une préoccupation, mais en tout cas, c'est une conscience permanente chez moi. C'est ça. Mais d'avoir cette conscience que les enfants bah, nous imitent, hein, comme on dit, nous Ben modélisent ouais, quelque ouais, part. Ça va rester engrammé et ça va être leur ouais manière aussi de réagir face à et l'adversité, oui. Mmh. ouais et ils nous imitent pas immédiatement, ils nous imitent, Bien sûr. heu, allez, plus tard. Moi, je sais très bien que intérieurement, je suis habité par, ce qui a été mon père, mon grand-père et je rends grâce qu'ils étaient les personnes qu'ils sont. Mmh mh. Parce que c'est grâce à eux que j'ai des modèles aussi,
intérieur. C'est ça, ouais. Oui, c'est les références, avec lesquelles on grandit Mmh. qui modèlent, on va dire ça comme ça, qui modèlent un Ouais, peu, notre caractère, notre ouais, personnalité. Mmh. ouais. Donc OK, super. Ah bah, écoute, merci beaucoup Philippe. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à t'écouter, écouter tes histoires aujourd'hui, hem et j'aurais envie de terminer quand même en te laissant un peu le mot de la fin. Hem, de tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, si, nos auditeurs devaient retenir qu'une chose ou appliquer qu'une chose pour justement, contribuer à ta vision, à ton idéal, le truc qui te tient le plus à cœur, ce serait quoi? Je vais te dire ce qui me vient à l'esprit maintenant, mais parce que ça correspond à quelque chose dont j'ai moi-même besoin pour l'instant. OK. Heu, c'est très simple, ça tient en 2 mots: pose-toi. Mmh. Ouais et c'est oui et Voilà, quand tu dis: «Pose-toi», tu l'écris, je alors comment est-ce que je l'explique? ouais. Il se fait que j'ai bon, je vais tout dire. J'ai fait un dessin hier parce que j'étais fort tendu et cetera et Mmh mh. c'est quelque chose qui n'allait pas donc hop, je fais un dessin spontané et puis, ça présente un petit bonhomme qui court dans une jungle, qui court comme un dératé et au-dessus de lui, il y a une espèce d'immense machine volante comme ça, un peu menaçant et bref, à travers le cheminement que j'ai fait, ce dessin, je me suis rendu compte que j'étais trop dans la course encore à Mmh. vouloir prouver, faire des choses dans mon existence et accomplir à tout prix et je me suis rendu compte que j'aspirais à autre chose qui était d'arrêter de devoir prouver quoi que ce soit, de Mmh. simplement me poser dans la gratitude, dans le contact avec la nature, avec ma nature et que peut-être c'est dans cet état-là que je vais pouvoir être, parce que c'est un mot qui m'habite aussi, le plus utile au Mmh. monde, si tant est qu'il faille être utile, au monde. Ouais, donc pose-toi. Cool. Oui, Mmh. ça me parle beaucoup cette notion de se poser effectivement, surtout maintenant que le covid, bah, force un peu, les certaines personnes à le faire, Ouais, heu, mais qu'elles y résistent. Je trouve ouais, ça très intéressant aussi de voir qu'en fait, il y a comme un ralentissement qui est proposé et de voir l'énergie avec laquelle parfois, ben, on va un peu, chercher quand même la que tu parlais de frénésie, de course frénétique, donc je trouve ouais, ça assez, voilà et c'est donc j'ai dit des choses, mais demandez-vous, et si le contraire était vrai? ouais, Voilà, c'est peut-être ça la conclusion, hein? de toute façon, oui, c'est ça, c'est et si Voilà, c'est différent de voilà, ce qu'on vient de dire, de ce qu'on vient de ouais, partager. ouais, Mais en tout cas, et si, c'est sûr. hein? C'est ça Voilà, le début de la phrase divergente par excellence. ouais Génial. Bah, merci beaucoup Philippe. Je pense que nos auditeurs prendront en tout cas, c'est notre intention, ils prendront ce qu'il y a à prendre pour eux, de notre échange aujourd'hui et je te remercie en tout cas pour le temps consacré et pour, cet échange informel et spontané et je te dis, ben, du coup, à très bientôt. et merci à toi pour cet espace de qualité, de vérité que tu crées. Merci.